nouveau journal sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Boudet maintenus en prison suite à l'appel du bureau du procureur de la Cour pénale internationale CPI. Les analyses de quelques juristes béninois sur cette affaire dans ce journal. Législative 2019, le calendrier électoral dévoilé ce mardi par le président de la commission électorale autonome Sénat. Les détails sont à suivre dans un instant. Et puis 10 casques bleus tchadiens ont été tués et au moins 25 autres blessés dans l'attaque la plus meurtrière de djihadistes contre l'ONU dans le camp d'Aguelok au Mali. Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Depuis 10 ans déjà qu'un conflit domanial divise certains propriétaires terriens et la collectivité Marcos à Woma. Les populations, vous le savez déjà, ont d'ailleurs manifesté ce 20 janvier en vue de remercier le président de la République qui a décidé en Conseil des ministres d'exproprier le domaine en question pour cause d'utilité publique. Mais quelles sont les causes réelles de ce conflit domanial? Antoine Zizindoué, membre de l'association d'intérêt foncier de remembrement urbain, revient ici sur l'historique de cette affaire. Il est au micro de Carnot Rumbeleranto et de Damien Pedro. C'est un groupuscule et ils sont habitués dans le vol des parcelles. L'histoire a commencé en 2008 avec 50 hectares. En 2010, ils étaient venus à 191 hectares. En 2011, c'est revenu à 200 hectares. Aujourd'hui, en 2016, c'est devenu à 437 hectares. Mais la parcelle n'est pas inélastique. On ne comprend pas. Et chaque fois, on ne fait que demander à la population d'aller payer 1 500 000. Alors quand ils prennent les parcelles au tri, ils les vendent à 500 000 francs. C'est grave. On a beau crier et aujourd'hui, le chef de l'État nous a entendu le cri de cette population, nous, population de Woma. Vraiment, nous ne pouvons que lui rendre grâce et lui dire merci. Je vous en parlais en début d'édition. Il y a quelques jours, la Cour pénale internationale, à travers une décision, acquittait Laurent Gbagbo et Charles Blé Boudet en détention depuis plusieurs années pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais cette information a connu un revirement. Les deux co-accusés resteront en prison suite à l'appel du procureur de la CPI. Comment comprendre ce maintien en détention de l'ancien président ivoirien et de son ministre? Élément de réponse dans ce reportage de Horacia Djodji et de Fréjus Fiossi. Après 8 ans pratiquement passés en détention à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre dans le cadre des violences post-électorales de 2010-2011, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Boudet pensaient pouvoir recouvrer enfin la liberté ce mardi 15 janvier 2019. Mais très tôt, la décision des juges de la CPI a été remise en cause par l'appel du bureau du procureur de cette instance de juridiction internationale. Ça, c'est l'article 81, n'est-ce pas, du statut de Rome qui prévoit, n'est-ce pas, ces cas de figure-là. Parce que quand la Chambre de première instance rend une décision qui libère désormais les poursuivis devant la Cour pénale internationale, le bureau du procureur a la possibilité, n'est-ce pas, de faire appel de cette décision-là. Quand le bureau du procureur pense, n'est-ce pas, qu'il y a, n'est-ce pas, matière à poursuivre ces personnes-là parce qu'on leur reproche un certain nombre de crimes. Et c'est ce qui a été fait la semaine passée. Le bureau du procureur a fait appel devant la chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Et c'est désormais elle qui va statuer sur le cas Laurent Gbagbo et Charles Blé Boudet. Un appel suivi de la décision de la chambre d'appel qui suspend la libération des deux accusés. Un effet suspensif relatif à chaque législation. Lorsque, à contrario, des voies de recours sont possibles, comme je le dis, il faudra voir ce que prévoit chaque législation selon les systèmes. Parce que normalement, sur les questions de liberté, le principe c'est que l'appel normalement ne devrait pas avoir d'impact. Mais il arrive que l'appel du procureur suspende également la conséquence logique qui est que l'accusé recouvre sa liberté. S'il n'y a pas donc d'effet suspensif,
quel que soit le recours exercé, eh bien, la personne acquittée retrouve sa liberté. Il est dit également dans cet article 81 du statut de Rome que quand on a des doutes que les poursuivis ne se présentent pas à l'audience, quand on a un certain nombre de doutes, n'est-ce pas, sur leur présence à l'audience, la procureure ou bien le bureau du procureur peut demander à ce qu'on maintienne, n'est-ce pas, ces personnes-là en détention. C'est ce qui a été fait et on nous annonce déjà le 1er février pour la prochaine audience et il faudrait mieux attendre, voir comment ça va se passer à partir de cet instant. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé doivent donc attendre l'audience du 1er février pour être fixés sur leur sort. Une audience dont l'issue pourrait confirmer ou non leur libération. Déjà, il faut dire que les juges de la chambre d'appel ne sont pas liés par la décision des premiers juges. Maintenant, la décision que les juges pourraient rendre peut s'assimiler à ce qu'on a déjà vu par le passé, ou ça peut complètement aller à l'encontre de ce qu'on a vu par le passé également. Donc, ça dépendra, n'est-ce pas, de ces nouveaux éléments-là qu'on va apporter. Ça dépendra, n'est-ce pas, de ces nouvelles personnes que les juges vont écouter désormais devant la Cour pénale internationale. Ça peut arriver où on va nous dire que les juges de première instance ont eu raison, donc on n'a pas assez d'éléments, n'est-ce pas, pour retenir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé dans les détentions. Ça peut également arriver qu'on nous dise aujourd'hui qu'on a assez d'éléments, n'est-ce pas, pour les poursuivre, pour continuer l'affaire et peut-être déboucher peut-être sur leur condamnation. Quelle que soit l'issue de cette affaire, il faut retenir que la crise post-électorale d'avril 2011 a fait des milliers de victimes en Côte d'Ivoire qui n'attendent que justice soit faite. Le président de la Commission nationale électorale autonome Sénat, Emmanuel Tiando, et les membres de l'institution en charge des élections au Bénin ont donné un point de presse ce mardi. Occasion pour le président Tiando de rappeler aux médias leur rôle dans le cadre des législatives du 28 avril 2019. Emmanuel Tiando n'a pas manqué de faire un point des différentes activités déjà menées depuis plusieurs jours en amont pour le bon déroulement des futures élections au Bénin. Suivons ici un extrait des propos du président, des propos recueillis par Frédéric Espoir Oumambou et Fiacre Voitan. Nous ne pouvons pas, à la Sénat, effectuer dans la paix, dans la sérénité et avec la participation de l'ensemble du peuple béninois ce processus électoral sans que vous ne soyez présents. C'est pour ça que je voudrais d'ores et déjà vous dire que vous représentez pour nous des acteurs importants. Vous êtes à la Sénat, que nous considérons comme une maison de la démocratie. Faites en sorte qu'à travers vos publications, que le peuple béninois comprenne qu'une élection n'est pas une occasion de pugilat, mais tout simplement une fête de la démocratie. Cela dit, vous savez, le législateur, en créant la Sénat, a voulu que notre pays dispose d'une structure qui anticipe, une structure qui, entre deux élections, prépare la prochaine élection. C'est pourquoi, depuis les dernières élections, la Sénat travaille et s'attelle à la préparation du scrutin qui arrive bientôt. Et dans ce cadre, elle a initié un certain nombre d'activités, un certain nombre d'actions concourant justement à la préparation du prochain scrutin. Et au nombre de ces activités que vous avez suivies ou que vous n'avez pas eu peut-être l'occasion de découvrir, il y a l'organisation de plusieurs ateliers, dont un des ateliers porte sur l'appropriation par la Sénat elle-même de la charte des partis politiques et du code électoral. Comme vous le savez, en effet, notre pays dispose aujourd'hui d'un nouveau code électoral et d'une nouvelle charte des partis politiques. Il fallait que nous-mêmes, nous nous approprions ces deux documents parce que c'est sur cette base-là que nous allons travailler. Ces deux documents constituent en quelque sorte notre bréviaire et c'est pour ça que nous avons organisé cet atelier d'appropriation du code électoral.
Nous nous sommes également penchés sur la question de la formation des formateurs. Nous restons à la Sénat où une délégation du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau était ce lundi 21 janvier 2019. Objectif, s'imprégner du niveau d'avancement de l'organisation des prochaines élections législatives. C'est un reportage signé Samson Oké et Romaric Devoshi. Les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat ont reçu dans la matinée de ce lundi 21 janvier 2019 une délégation du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Une rencontre sollicitée par la haute instance de direction de l'UDBN et qui vise à s'imprégner du niveau d'avancement des travaux dans le cadre de l'organisation des prochaines législatives. Après les mots de bienvenue du président Emmanuel Tiando, l'honneur est revenu au vice-président de l'UDBN de présenter les raisons de la visite de sa délégation. L'article 15 du Code électoral prévoit en effet que l'État met à votre disposition, à la disposition de la Sénat, les moyens nécessaires à son fonctionnement permanent et à l'accomplissement de ses missions. Donc, au rang de ces missions figure l'organisation des élections prochaines. C'est pour cela que nous voudrions savoir, en tant que parti politique, et donc ayant l'intention de présenter des candidats à ces élections, qu'est-ce qui est déjà fait, où est-ce que la Sénat en est aujourd'hui pour en avant-première, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous aviez l'intention de le dire de façon publique et même de publier un chronogramme, ce qui est fait pour, dans le cadre de cet article, et notamment si les moyens en question sont déjà à votre disposition. À cette première préoccupation, voici ce que répond Emmanuel Tiando, président de la Sénat. Je constate que dans les réseaux sociaux ou bien dans les discours, on dit parfois que le président de la Sénat dit qu'il n'a pas de moyens et qu'il y a une tension. Non, il faut relativiser les choses. Ces problèmes-là, lorsqu'ils vont se poser de façon accrue, en ce moment, vous allez nous entendre nous-mêmes exprimer nos inquiétudes. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore enregistré une difficulté de moyens. La question des 10% des suffrages exprimés au plan national et autres préoccupations liées à la période préélectorale ont été également abordées au cours de la rencontre. À tous ces sujets, la première autorité de l'institution en charge des élections apporte des précisions. C'est les yeux fermés qu'on applique la loi. Même si nous-mêmes, on a des appréciations divergentes. Comment on ne peut pas changer la loi? On n'est pas la Cour constitutionnelle. On n'est pas l'Assemblée. Ce qu'ils disent là, c'est ça qu'on va faire. Je comprends très bien les appréhensions des uns et des autres. Mais comme vous le dites, nous, on va expliquer. Mais pour calmer les militants, c'est encore vous. Ce sont vos militants. Nous, on n'a pas de militants. C'est vous qui avez les militants. C'est l'opinion publique qu'on va expliquer, puisque le code dit qu'il revient à la Sénat d'essayer de sensibiliser les gens sur ça. On va le faire. Cette affaire de campagne électorale, pré-campagne électorale, nous la déplorons au niveau de la Sénat. Lorsque nous avons l'occasion de dire non, ce n'est pas bien, on le fait. Mais je ne voudrais pas qu'on investisse la Sénat d'une mission qui n'a pas été prévue dans le code électoral. La campagne médiatique, la question de pré-campagne, ça relève de la HAC d'abord. C'est la HAC. Il appartient à la HAC de ne pas faire diffuser des choses
qui concerne la pré-campagne. Chaque participant à cette assise est reparti avec des informations fiables sur l'organisation des prochaines législatives. Précisons que le calendrier électoral sera rendu public dès ce mardi 22 janvier 2019. Toute autre information à présent, adoption ce lundi 21 janvier 2019 de la loi portant code pétrolier en République du Bénin. Une étude entamée par les députés à l'Assemblée nationale le 15 janvier et qui a abouti ce lundi à l'adoption de ce texte de loi. On fait le point avec Amen Didier Rompenouji et Romaric Devoshi. Le texte de loi s'avère indispensable pour notre pays en ce sens qu'il permettra de disposer d'un cadre juridique bien approprié au contexte actuel en vue de permettre à l'État béninois de bien avoir accès aux blocs pétroliers et en exploiter judicieusement. La Commission des lois et des droits de l'homme de l'Assemblée nationale a produit mardi dernier son rapport qui montre l'importance pour notre pays de disposer d'une nouvelle loi pour régir le secteur pétrolier. Le Bénin continue de naviguer entre espoir et désespoir en ce qui concerne le pétrole avec des annonces non suivies d'effets. Face à ce constat et au regard de la conjoncture internationale favorable dans le secteur pétrolier, la présente proposition de loi a été introduite à l'Assemblée nationale. Elle vise le renforcement de la maîtrise de l'État sur son patrimoine pétrolier et la clarification du cadre contractuel des opérations pétrolières, l'adoption des mesures destinées à faciliter et à rationaliser l'accès aux blocs pétroliers, l'amélioration de la gouvernance du secteur à travers la mise en place d'un cadre institutionnel clair. Les députés sont intervenus après ce rapport pour exprimer leur désir de voir notre pays se doter d'une telle loi importante pour le bien-être de la nation. Que nous ayons l'ambition au niveau donc de la représentation nationale de doter notre pays d'un national juridique qui permettra au gouvernement de pouvoir se fonder et faire des contrats donc, de prospection pour que notre pays peut-être demain puisse dire de façon claire et exploiter ces potentialités donc qui regorgent sur le sous-sol béninois. C'est une très bonne chose, donc c'est pourquoi j'invite les collègues donc à la sérénité que cette loi soit votée. Le ministre en charge des Mines, Samou Seydou Adambi, est intervenu pour indiquer aux députés la pertinence d'une telle disposition juridique. Quand on sait que tous les pays qui nous entourent aujourd'hui tirent quelque chose du pétrole, il n'est quand même pas normal que le Bénin reste en marge. C'est pour cette raison que nous sommes vraiment excités par l'adoption de cette loi, afin que le Bénin également puisse tenter ses chances dans ce monde où beaucoup de ressources très importantes sont mobilisées pour pouvoir donner le minimum qu'il faut aux populations. Ce lundi, ce texte de loi qui comporte 9 titres a été étudié par les députés et une fois soumis au vote, a été adopté. 0, proclamation abstention 0. La loi numéro 2019-06 portant code pétrolier en République du Bénin est adoptée à l'unanimité des députés présents. Le Bénin dispose désormais d'une loi régissant le secret défense. Un texte de loi étudié et examiné par les députés de la 7e législature en vue de protéger les données sécuritaires et de défense de notre territoire. On retrouve Amen Didier Rompenouji pour les détails. Une proposition de loi qui vise à réglementer le secret de la défense nationale dans notre pays en vue de la protection des données sécuritaires pour la défense de l'intégrité du territoire national. La Commission des relations extérieures, sécurité et défense de l'Assemblée nationale a présenté son rapport pour exposer en plénière les grandes orientations et l'importance de ce texte de loi. En effet, le secret de la défense nationale concerne les informations relatives à l'effectif et aux informations des hommes dans l'armée, à la quantité et le type d'armes, au lieu de stockage des équipements militaires, aux instruments de transmission militaire, aux systèmes d'information militaire, aux renseignements divers, etc. Toutes les questions concernant les domaines ci-dessus sont traitées avec la discrétion qui sied, ne sont pas rendues publiques et ont donc un caractère de secret de la défense nationale.
La parole a été donnée aux députés pour faire des observations en vue de mieux élaborer ce texte. Quelques questions ont été enregistrées. Est-ce à dire que le secret défense s'impose à notre juridiction? Nous voudrions que la commission ou le ministre nous éclaircisse sur ce plan-là. Est-ce que la grande muette est imposée aussi à l'appareil judiciaire? Le ministre de la Défense et celui en charge de la justice, tous présents à l'Assemblée nationale lors de cette étude de la loi secret défense, ont apporté des éléments de réponse. Lorsqu'une juridiction aura besoin d'une information classée secret défense selon les niveaux, il y a une commission qui juge de la pertinence ou non de livrer ce secret ou de mettre ce secret à la disposition des juges et dans quelles conditions ce secret-là pourra être utilisé par les juridictions. Le secret défense, s'il est organisé par une loi, s'impose à tous les citoyens, quels qu'ils soient, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Et ensuite, parce que c'est la loi qui le prévoit, s'il est assorti de dispositions pénales, les tribunaux sont obligés d'appliquer les dispositions pénales. Après examen des 18 articles de cette proposition de loi portant organisation du secret défense en République du Bénin, les députés ont adopté à l'unanimité la loi 2019-05 portant organisation du secret de la défense en République du Bénin. Actualité en dehors du Bénin, 10 casques bleus tchadiens ont été tués et au moins 25 autres ont été blessés, a annoncé le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans un communiqué. Un précédent bilan faisait état de 8 casques bleus tués. Le groupe djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, a revendiqué l'attaque, indiquant avoir agi en réaction contre la visite dimanche du Premier ministre israélien au Tchad, selon l'agence de presse mauritanienne Al-Kabar, connue pour recevoir et diffuser régulièrement des communiqués de cette mouvance. À l'aube, les casques bleus du contingent tchadien stationné à Aglok, dans le nord-est du pays, à 200 km de la frontière algérienne, ont repoussé une attaque complexe lancée par des assaillants arrivés à bord de nombreux véhicules armés, a expliqué la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA. S'ils ont essuyé de lourdes pertes, les casques bleus ont réussi à neutraliser nombre d'ennemis et à poursuivre les assaillants dans leur déroute. Le président vénézuélien Nicolás Maduro annonce que son gouvernement va revoir ses relations avec les États-Unis suite au cri de ralliement lancé par le vice-président américain Mike Pence à l'opposition du Venezuela. Il accuse aussi le gouvernement équatorien de procéder à une persécution fasciste nazie contre les migrants vénézuéliens sur son territoire. Suivez plutôt. J'ai décidé et j'ai donné l'ordre du chancelier de la République d'entamer une révision totale et absolue des relations avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Hoy, el vicepresidente de Estados Unidos rompió todas las reglas de juego. Aujourd'hui, le vice-président des États-Unis a enfreint toutes les règles du jeu. De la bave a écoulé une vidéo qu'il a diffusée. La bave est sortie. Ses yeux bougeaient comme ça. Qu'est-ce qu'il a pu filmer? Nous ne savons pas. ¿Qué se habrá fumado? No sabemos. Quiero también Je voudrais également profiter de cette belle rencontre pour exprimer ma solidarité avec les migrants vénézuéliens qui vivent en Équateur et qui sont victimes d'une persécution fasciste nazie par le gouvernement équatorien. Si le président de l'Équateur déteste tellement le Venezuela qui nous rend des restes d'Antonio José du Sucre, qu'il repose de la cathédrale de Quito, qui nous donne la dépouille du grand maréchal et Ayacucho, laissez-le rentrer au Venezuela, sa terre natale et bien aimée.
Et puis en France, la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers extra-communautaires prévue pour la rentrée prochaine mobilise plus que jamais ses opposants. Plusieurs universités ont fait savoir qu'elles ne l'appliqueraient pas, jugeant avoir été prises de court par une annonce précipitée. Suivez plutôt. Aujourd'hui, on est en train de construire un mur de l'argent autour de l'accès à l'enseignement supérieur français. On va supprimer une culture différente parce que des étudiants internationaux, quand ils viennent étudier sur le territoire, ils apportent un capital culturel et une autre façon de voir les choses qui est très intéressant et pour nos étudiants et pour nos enseignants. Et donc aujourd'hui, on va freiner une mixité sociale qui est très intéressante dans nos universités. C'est une mesure qui va pouvoir être appliquée par les universités dès la rentrée 2019. Pour l'instant, on a un gouvernement qui n'a pas l'air de beaucoup vouloir revenir en arrière sur la question. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de se mobiliser aujourd'hui et on continuera à se mobiliser jusqu'à ce que le gouvernement fasse un pas en avant sur cette question et au moins qu'il mette sa mesure en concertation. Au terme, qu'ils s'installent en France ou qu'ils retournent dans leur pays, d'accord, ils vont développer une activité économique, ils vont développer des liens culturels, garder des liens scientifiques aussi avec notre communauté. Et ça aussi, c'est une richesse auquel tout le monde gagne. Des conséquences pour les étudiants, mais aussi pour les formations, pour nos laboratoires de recherche, ça va être une vraie catastrophe, je crois. Parce qu'on a beaucoup d'étudiants étrangers, en particulier en doctorat, par exemple. Une grosse partie des étudiants inscrits en doctorat sont des étudiants étrangers qui vont être concernés et on va probablement avoir une baisse importante des inscriptions en doctorat. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur notre site internet benin-iden.tv.